Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, je me trouve dans le village artisanal sur la côte de Tamouda Bay au nord du Maroc et je vais vous faire visiter un endroit très spécial, un endroit un peu magique où il y a un artisan qui s'appelle Mohamed Demi. C'est parti. Amisayel.com pour acquérir le français naturellement. Bonjour Mohamed. Bonjour Alice. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Demi Mohamed, j'habite à Mdiak où je suis artisan créateur en bois flotté et le verre poli par la mer et aussi les coquillages et tout ce qui est rejeté par la mer. Oui, ce que vous faites est vraiment très beau et pour nous, vous êtes un artiste, mais vous préférez vous appeler artisan. Oui, je préfère le mot artisan pour moi, même ça c'est mon point de vue, parce que peut-être l'artisan est plus proche de la matière, de ce qu'il fait, des heures d'échec, d'espoir, de ce qu'il fait. Un artiste c'est autre chose, on peut le dire sur un acteur de cinéma, il n'est pas totalement la même chose, mais ce qui est façonné par la main, peut-être, c'est le mot exact, c'est l'artisan. C'est ce que je préfère. Je pense que vous êtes très modeste et que vous voulez rester humble, mais ce que vous faites est quand même quelque chose d'un artiste. Oui, du point de vue des clients, oui, peut-être, mais ce que je ressens moi-même et avec le corps avec qui je travaille, l'émotion, je reste un artisan créateur. Ouais. De corps. Et donc, vous avez dit vous faites des œuvres avec du bois flotté, du verre poli. Donc, une partie de votre travail consiste à aller sur la plage, c'est ça? Oui, exactement. Et je ramasse tout ce qui est rejeté par la mer, surtout sur la mer terre elle est généreuse. Oui. Et puisque j'habite sur la dans une petite ville sur la place, c'est normal. Avant, je faisais des visites, je me baladais. Et après, j'ai découvert les trésors de la plage et de la nature. Alors, j'ai essayé de les utiliser dans le bon sens pour la décoration. Et vous passez des heures et des heures sur la plage, n'est-ce pas? Vous m'avez dit que vous faisiez des kilomètres. Oui, oui, exactement. C'est une matière qu'il faut ramasser. Oui. C'est très important. Alors, il faut aller la chercher sur plusieurs kilomètres. Il faut sillonner toutes les plages de la région, en espérant trouver ce qu'on veut, les morceaux, les couleurs. C'est l'étape la plus difficile. C'est la collecte. Mais c'est en même temps, c'est du plaisir pour mon travail. Oui, parce que c'est difficile, mais quand vous trouvez quelque chose qui est intéressant, je pense que vous êtes vraiment il y a un sentiment de satisfaction. Ah oui, je suis le plus heureux quand je retrouve une pièce vraiment bien sculptée par la nature et qui va servir à des choses. Moi, juste, je vais lui donner une petite valeur ajoutée, mais je suis le plus heureux quand je retrouve des pièces vraiment très, très, très belles. Donc, quand vous trouvez la pièce, quand vous trouvez par exemple du bois flotté, donc vous le ramassez, et après, à ce moment-là, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire avec cette pièce ou comment ça se passe, le processus de création en fait, et d'inspiration? Oui. Et en me baladant et en cherchant le bois flotté sur la plage, parfois je me concentre sur la beauté et la taille du bois flotté. C'est ce qui m'intéresse et la quantité. Ça c'est primordial. C'est les choses. J'essaie pas de trop penser à ce que je vais faire avec le morceau. C'est l'essentiel. C'est après peut-être que je le ramène à mon atelier et que je le prends chacun de son côté, le faire tourner en 3D pour après. Et parfois ça prend des années pour trouver vraiment comment je vais façonner le bois, à quoi il va servir. Ça c'est le côté un tout petit peu
l'inspiration, ça vient après. Je pense, pendant la collecte, je me concentre surtout sur ces trois choses que j'ai dit. Oui, parce qu'en plus, c'est difficile parfois, parce que ce sont des gros morceaux de bois et vous devez les transporter vous-même parce que vous ne pouvez pas aller en voiture sur la plage, c'est ça? Oui. Oui, exactement. Les plages, c'est surtout qui sont un tout petit peu loin et qui n'ont pas beaucoup d'accès. Il y a un seul accès, tu arrives, alors tu es sur la plage, tu parcours des kilomètres pour ce que tu vas trouver. Une fois que tu peux trouver un grand tronc, tu vas pas l'abandonner, ça c'est sûr. Je dois assumer l'effort et la concentration pour le ramener jusqu'au point de le remorquer. Ça c'est le côté difficile, mais c'est la chance de ce qu'on peut trouver. Parce que nous avons remarqué que les plages sont assez difficiles d'accès ici. Oui, exactement. C'est pas si facile d'aller en voiture, d'accéder en voiture directement à une plage. Oui, exactement. Surtout du côté est de la région, du sud méditerranéen, c'est vraiment, il y a des falaises, il y a des rochers, il n'y a pas d'accès. Ils ne sont pas encore bien aménagés pour les accès des plages. Alors il faut vraiment faire un grand effort pour la collecte. Oui, ce sont encore des plages sauvages. Oui, en quelque sorte, des plages vraiment sauvages. Et là, on peut trouver encore ce qu'on cherche. Parfois, je fais des kilomètres jusqu'à 7, 9 kilomètres et ça, c'est le plaisir vraiment de la collecte. Oui. C'est au moins temps un moment où je suis déconnecté, je suis concentré sur ce que je vois, c'est le soleil, le sable, la mer, je suis seul. Oui. Voilà, c'est des moments vraiment de plaisir. Je pense que ce sont des moments importants dans votre processus, dans votre... Oui, c'est exactement. Quand je suis seul sur la plage, je suis le seul. Je suis loin de l'atelier, du matériel, de tout. Alors là, je suis vraiment vide. Je reviens à l'atelier avec beaucoup de motivation et pour peut-être beaucoup d'idées. C'est comme un voyage. C'est quelqu'un qui va faire un voyage pour changer. Voilà. Et donc, avec ces pièces de bois flotté ou de verre poli, vous faites des lampes, vous faites un arbre à chat, par exemple. Vous faites des choses aussi utiles, comme l'artisan, d'ailleurs. Oui. Pas seulement une œuvre d'art, de décoration, je veux dire. Oui, c'est ce qui est beau dans le bois flotté, il faut l'utiliser pour que les gens font rentrer la nature à leur maison. Ah, c'est ça le côté un tout petit peu et le côté surtout écologique. Alors j'ai décidé de faire du mobilier, des lampes, des miroirs pour que les gens vraiment profitent eux aussi de la nature, même s'ils sont loin dans des villes, bien loin de la mer, ils peuvent y avoir toute l'année une pièce, se sentir les vacances et la plage dans leur maison, dans leur hôtel, dans leur restaurant. Ça, c'est le côté un tout petit peu bon. C'est vrai que je regarde une lampe avec le bois flotté et tout de suite je pense à la mer. Oui, ça nous fait... On s'évade. Oui, c'est le côté. Tout le monde a le rêve de la fin de l'année faire passer les vacances à la mer. Alors moi, j'essaie de leur porter cette touche un tout petit peu. C'est une bonne idée, oui. Oui, en quelque sorte, c'est vrai. J'ai travaillé pour ça, surtout quand je travaille vraiment, c'est pour le plaisir des gens, c'est plus dans le partage. C'est ça ce qui est côté artisan. Quand j'ai dit l'artisan, c'est ça. Il faut partager avec l'autre ce que tu fais. C'est lui qui va en profiter de ce qu'il va acheter, de la pièce. C'est lui qui va vivre avec elle. Moi, elle va vivre chez moi peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est lui qui va profiter. Et c'est ça ce qui me fait le bonheur. C'est quand elle est chez le client, ça c'est le côté un tout petit peu, c'est le partage du bonheur. Alors vous m'avez raconté que vous n'avez pas toujours été artisan. Vous avez avant, dans le passé, donc vous ne venez pas de cette région. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre parcours? Oui, effectivement, je suis né et grandi loin de la mer à Fès, peut-être à 390 kilomètres.
Mais j'avais une relation depuis l'enfance avec la ville où j'habite actuellement. À 13 ans, 14 ans, je rêvais de vivre dans une petite ville, vivre la vie de la plage avec des sandales, avec un t-shirt toute l'année. Je suis bronzé, je m'en fous. J'avais un rêve de ça. Et après, à 48 ans, j'ai suivi ce rêve et vraiment, j'ai pu réaliser ce que je voulais et en même temps, je faisais la décoration, ça c'est vrai, la décoration intérieure, les aménagements, je faisais ça, ça m'a aidé. Oui. Mais après, quand j'ai découvert, il m'a captivé le bois flotté la première fois, alors j'ai dit, voilà, c'est mon sort, ça est là où je suis, c'est ce que je veux. Mais c'est quand la première fois que vous avez eu cette idée de bois flotté, que vous avez trouvé du bois flotté et oui, vous vous souvenez de cette première fois? Ouais, ça c'est sûr. Je me souviens encore du premier morceau que j'ai raconté. Il est toujours à la maison. Ah. Je me baladais en 2013. Je me baladais à la plage de Wedlow. J'ai pris un morceau de bois. Il m'a captivé vraiment. Je suis tombé amoureux. Et c'est de là que ça a commencé l'histoire. Et là, vous avez pensé, je peux faire quelque chose avec ça. Oui, je me suis dit, oui, ça peut servir à quelque chose. Il est magique, il est beau, il est poli, la couleur, le temps, je dis, il est magique. On peut y faire avec des choses et c'est écologique. Je ne coupe pas d'arbres. Alors, c'est tout le contexte que je voulais. C'est travailler vraiment dans des choses qui sont propres. Ça, c'est le côté un tout petit peu. Il y a une chose qu'il faut que je mentionne. Quand je me baladais, avant de trouver ça, je ramassais les déchets sur la plage. C'était volontairement. Je me baladais, je prenais avec moi, je cherchais. Oui. Une fois que j'ai trouvé le bois flotté, j'ai commencé à travailler. Et je me suis dit, voilà, il faut faire une égalité. Je prends les déchets, je prends le bois flotté, mais je dois continuer à ramasser les déchets. Un sac de bois flotté contre un sac de déchets. Et j'ai pris ça, c'est comme un devis, c'est avec ma femme. Ouais, c'était comme ça. Et vous avez dit, mais est-ce que vous aviez déjà vu dans le passé des créations avec du bois flotté au Maroc? Oui, non, ici au Maroc, non. Je l'ai trouvé sur Pinterest un jour, je cherchais, j'ai vu une créatrice française, vraiment, où je l'ai trouvé, je l'ai vu. Ça s'est passé, c'est comme une image que j'ai regardée. Mais après, ça après, ça revient. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Ouais, exactement, ça se passe. L'image peut revenir pour être réalisée ou la suivre. Ça, c'est le côté un tout petit peu artistique. Parfois, on peut pas vraiment contrôler ce qu'on veut, mais parfois, ils sont imposés des images, des gens qu'on peut oublier, mais ils s'imposent après. Ça, c'est le côté un tout petit peu, c'est magique. Ouais. Après, je pense que j'avais lu, on va refaire ça, j'avais lu une philosophie japonaise qui m'a beaucoup plu, et c'est de là qui m'a beaucoup poussé. Et il m'a attiré beaucoup. C'est le wabi-sabi. Les Japonais étaient célèbres dans la poterie. Plusieurs siècles. Quand un bol très cher, surtout pour l'empereur qui se casse, alors il appelait les artisans pour le retaper. Alors que pour retaper un bol cassé en poterie, ça demande beaucoup de précision. Alors les artistes, ils retapent même les fissures, ils sont avec des fils d'or. Wow. Et la valeur du bol devient plus chère qu'avant d'être cassé. C'est de là que ça a commencé la beauté dans l'imperfection que le wabi-sabi. Et c'est le temps, c'est le vintage, des choses qui ont, l'âge a passé, mais elles peuvent redonner la beauté après ce qu'ils ont été. C'est la même chose pour le bois flotté. Quand je l'ai découvert, je me suis trouvé vraiment moi-même dans le bois flotté que j'avais lu la philosophie, c'est la beauté dans l'imperfection, c'est la symétrie.
Et aussi, c'est le temps qu'a fait le morceau de bois, le voyage, les circonstances, c'est toute une histoire. C'est de là qui m'a captivé le plus. Vous avez fait le lien, oui, entre cette Oui, je me suis trouvé vraiment dedans. Et... Exactement. Parce que vous utilisez aussi, vous n'utilisez pas que du bois flotté, vous utilisez aussi des coquillages et du verre poli par la mer. Oui. Pour faire des tableaux. Oui, exactement. J'utilise aussi le verre poli par la mer. Lui aussi, c'est pareil pour le bois flotté. Il est façonné par l'homme, des bouteilles de vin, de parfums rejetés par l'homme à la mer. Il est poli par la mer, par la réaction du sel et du soleil et de l'eau et du sable. Il devient, il n'est pas trop chaud. C'est magnifique, c'est comme des perles. Ils m'ont captivé, surtout les couleurs, et je cherchais quand même les couleurs les plus rares, les formes. C'est ce qui donne la beauté. Et puis je fais des créations, des tableaux en bois flotté, je l'utilise aussi. Et il y a aussi les coquillages. C'est un monde très très grand. Les formes, les couleurs, c'est magique, c'est vraiment magique. C'est de la nature. Je les ramasse sur la plage. Je fais pas de choses qui n'est pas illégale. Je ramasse ce qu'il me faut pour travailler, pour ne pas dégrader l'écosystème. Ça, c'est le côté un tout petit peu. Je fais très attention à ça. C'est passionnant. Et c'est vrai que les coquillages sur la plage, nous nous sommes promenés hier, il y a tellement de couleurs différentes, de formes différentes, des grands, des petits, c'est magnifique. Oui, il faut pas trop exagérer pour ramasser. Je fais juste des petits tableaux pour ne pas trop déséquilibrer. C'est parce que c'est un écosystème entre la mer et la plage. Il y a des insectes qui peuvent y vivre. Il faut laisser les choses un tout petit peu pour ne pas être industriel, vivre au contraire de la nature. Alors, je fais très attention à ça. Donc c'est passionnant et c'est impressionnant aussi parce que vous avez complètement changé de vie. À l'âge de 48 ans, vous étiez décorateur d'intérieur et vous avez changé de ville, changé d'endroit, changé de métier. Oui. Vous m'avez parlé de cette phrase. Je voulais vivre que d'exister. Voilà. C'est un choix que je voulais, quand j'ai suivi mon rêve, je posais des questions. Qu'est-ce que j'attends de la vie? À 48 ans, qu'est-ce que tu attends de la vie? Comment tu vas finir ta vie? Est-ce que tu es heureux de ce que tu fais? Où tu vis? J'ai dit non. Tu n'es pas à ta place et tu n'es pas dans ton temps. Alors j'ai essayé à 48 ans de changer ma vie, de ville et de carrière pour vivre ma passion et ce que je voulais vraiment. Et là je me trouve, vraiment je me trouve là où je voulais vraiment. Je suis vraiment satisfait de ce que je fais. C'est très beau cette phrase, oui. Plutôt vivre plutôt que d'exister. Parce qu'il y a un système, des lois dans ce qui est administratif, des lois, c'est des horaires, travailler dans un bureau, regarder un PC, aller chercher les enfants, revenir au travail. Après 60 ans, on est à la retraite, on se demande, qu'est-ce qu'on a fait de ma vie? Rien. Je n'ai rien appris, j'ai rien touché, j'ai rien fait. Alors je ne voulais pas être comme ça. Je regardais ce qui m'entoure, les gens, mes frères qui ont pris la retraite. Alors je me suis dit non, c'est pas la vie que je cherchais. Alors vaut mieux tôt que tard. Oui, c'est vrai aussi ça. Plus tard que jamais. Exactement. Je crois que c'est ça l'expression. Oui, c'est ça exactement. Et donc depuis le début de la conversation, nous parlons français. Et pourtant, vous n'êtes pas français, vous êtes marocain. Alors pourquoi est-ce que vous parlez si bien français? Pas trop, mais j'essaie un tout petit peu. Mohamed. Moi, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc, j'ai jamais été en France. Mes parents sont des Arabes, ça veut dire rien à voir avec des ancêtres ou rien. Oui. Mais
tout ça, je l'ai appris à l'école et à la maison. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé. Je faisais des grands efforts pour apprendre parce le français à 7 ans, elle m'a captivé. Je cherchais les mots les plus difficiles pour se distinguer à l'école, à la classe, essayer de faire des rédactions vraiment captivantes. La culture à la maison, mon père nous a beaucoup aidés parce qu'il a travaillé avec les Français, ça c'est normal. Oui, il achetait des revues, par exemple Paris Match, chaque semaine il arrive, il le lit au bureau, puis il le ramène à la maison, il le pose pour que tout le monde lise. C'est de là qu'a commencé le français, on a relation. Après, je grandis et j'évalue, c'est normal. J'évalue, je cherche, je lis des bouquins, des poésies, de tout, j'entends de la musique française, je cherchais les paroles des chansons. C'est comme ça que je me suis enrichi, je suis arrivé, je parle, oui, j'essaie de parler correctement, vraiment. Non, moi, je pensais que vous étiez déjà allé en France ou que vous aviez travaillé en France parce que beaucoup de Marocains vont en France pour travailler et j'étais choquée, enfin très surprise quand vous avez dit que vous n'êtes jamais allé en France. Oui. Et vous parlez si bien français, c'est incroyable. Non, jamais. La langue française, peut-être, je suis pas le seul ici au Maroc qui parle français. Mon père, il parlait le français, vraiment le classique des années 40 et 50. Oui. C'est vraiment, son écriture, elle était vraiment très belle avec la plume. On regardait comment il écrivait. On essayait de faire la même chose. Comment il écrit le L, le R, le R, le A. Je faisais ça. Je fais peut-être 30, 40 fois, je refais le A pour l'écrire vraiment. C'est la captivité de la langue et de ce qu'elle nous a donné. Elle a même changé notre façon de penser, nous. Je dirais pas nous, les Arabes ou les musulmans. Elle change la façon de penser. Oui. Peut-être, c'est plus émancipé, on regarde des choses qui ne sont pas près de nous, mais on est ouvert au monde avec la langue. C'est ce qui vous donne plus d'avantages à améliorer la langue, à bien entendre. Quand tu regardes la télévision, il faut que tu comprennes les mots de quoi il s'agit. Alors, oui. Il faut quand tu discutes, ça veut dire la langue, elle est émancipée, elle nous a donné beaucoup de choses. Surtout le français, il nous a... Oui, moi je suis très impressionnée par l'éducation que vous recevez au Maroc. Parce que vous n'êtes pas allé dans une école française. Non, pas du tout. C'était l'école publique. Ouais. Le système, on est au C3, on commence à lire le français. Ça veut dire, c'est la troisième année du primaire. La troisième année, on commence à lire le français. Ça, c'est de là qu'on commence les heures. Et en même temps, vous apprenez l'arabe, qui est aussi une langue nouvelle pour vous, une autre langue pour vous, c'est ça? Oui, parce que nous, on parle le dialecte à la maison, à la rue, mais pour la langue, vraiment, la littérature et l'arabe, c'est toute une langue vraiment approfondie, très difficile en même temps. Alors, en même temps, on avait des heures qu'il faut faire en arabe pour améliorer vraiment l'arabe classique, vraiment, pour y arriver. Ou après le brevet, il y a l'orientation, il y a des gens qui s'orientent pour faire la littérature arabe, c'est pour s'approfondir plus profondément. Oui, parce que vous devez apprendre 2 styles d'écriture, l'écriture de française, de latin d'origine latine, et l'écriture arabe. Oui. Je pense que ça vous donne une ouverture d'esprit. Oui, surtout quand on est très petit, on peut capter beaucoup de choses. C'est ça le côté qui nous a aidé à une langue étrangère en enfance, il faut l'apprendre. Ça nous a pas posé beaucoup de problèmes. Oui, dans le monde, il y a beaucoup de gens. Je connais des amis de mon âge, et à 17 ans, 18 ans, ils parlaient vraiment 6 à 7 langues, ils parlaient. Wow. Même le chinois à l'époque, il parlait le chinois, le japonais, l'espagnol, l'allemand, le français, ça c'est primordial. C'est vraiment étonnant. Alors oui, ce sont des amis à moi qui parlent
Peut-être 6 à 7 langues. C'est vraiment... Mais dans la région où nous nous trouvons actuellement, cette région, on ne parle pas beaucoup français à cause de son histoire, c'est ça? Oui, parce que la région du Nord était colonialisée par les Espagnols. Protectorat espagnol. Le protectorat espagnol, c'est normal qu'ils n'ont pas reçu comme nous à l'intérieur du Maroc, tout le reste du Maroc parlait le français. Alors il y a un tout petit problème du français au Nord. Mais il y a un institut français à Tétouan qui essaye de faire améliorer. Mais les gens, c'était comme ça, ils ont appris l'espagnol plus parce que c'était comme ça. Ils ont fréquenté les Espagnols plus. Il y avait des Espagnols qui habitent aussi. Alors là, c'est le côté. Mais à l'école, c'est ce qui est étonnant, c'est à l'école, il va lire, lui aussi, au C3, il doit lire le français, pas l'espagnol. Ah, d'accord. À l'école. D'accord. Mais lui, l'entourage, la télévision, il regardait que les Espagnols, alors, ils sont. Mais à l'école, les examens, tout se passe en français. Oui, parce que les papiers administratifs au Maroc sont tous en français. En français, arabe et français. C'est pour cela que vous devez apprendre à lire, à écrire le français, bien sûr. Je pense. Oui, ça aussi, ça influence, c'est normal. Oui. Il faut le lire, les contrats, peut-être, à l'époque, tous les contrats étaient en français, il faut faire, alors, il faut s'adapter avec ce qui l'entourage, c'est normal, surtout pour le français. Pour moi, le français, c'est une langue romantique et très, très poétique. Soyez certain que moi, dans mes œuvres, je pense, et de la façon un tout petit peu français, je dirais romantique, quand on parle romantique, c'est français, c'est inspirant, c'est le côté. Ça c'est, soyez certain. Voilà. Et l'arabe, pour vous, c'est quelle langue? Parce que vous dites le français, c'est la langue de l'amour, la langue du poétique, de la poésie, et l'arabe, qu'est-ce que c'est pour vous? L'arabe, vraiment, c'est une langue, elle est magnifique. Moi aussi, quand j'entends des gens qui parlent vraiment l'arabe classique, elle est vraiment très belle. Mais elle est difficile, et on avait des problèmes, comme on dit à l'école, pour l'apprendre. Vraiment une langue parfaite. Alors, mais elle est difficile pourquoi elle est difficile? C'est la grammaire? C'est la grammaire, c'est dans la grammaire, linguistiquement, elle est un peu difficile. Il faut s'approfondir vraiment trop pour l'apprendre, pour la maîtriser. Ça demande beaucoup d'efforts. Ah, c'est intéressant. Oui. Je ne savais pas. Non, oui, ça c'est le côté de l'arabe, mais quand on entend la poésie arabe aussi, elle a le charme, mais on n'y arrive pas à comprendre parce qu'on n'a pas vraiment été approfondi sur la langue arabe pour comprendre exactement le mot de ce qu'il veut dire, de ce qu'il va. Je comprends ce que vous voulez dire. La langue française est peut-être plus accessible, plus rapidement accessible pour la poésie. Peut-être il y a une chose, oui ça, et il y a une autre chose. Tout le monde cherche la nouveauté. Ça c'est normal. Tout le reste, ce qui est nouveau pour nous, le français, à parler français, ça c'est comme une mode. Oui. À l'époque, tout le monde qui parle français, ça veut dire elle est émancipée, elle est plus cultivée, elle est plus. C'est normal, ça c'est des choses qu'on peut. Après, ça se voit clair. Est-ce que c'est la langue de ce qu'il veut, de qu'est-ce qu'elle apporte la langue. Oui, c'est ce qu'on appelle le soft power qu'est la France avait. Oui, exactement. Parce que de nos jours, les jeunes générations maintenant, comme vous dites, la mode c'est l'anglais. Ça fait bien de savoir l'anglais. Oui. Je comprends. Peut-être que c'est dans le monde. C'est pas uniquement au Maroc que ça change chez les jeunes, dans les écoles. Surtout, ce sont les écoles. Et les grandes écoles, c'est eux qui ont imposer l'anglais sur. Si on regarde le système, toutes les grandes écoles, même en France, peut-être les grandes écoles, ils imposent que c'est l'anglais, ça doit être, c'est l'anglais. Ils ont essayé
ou peut-être c'est le temps, c'est le système de travail, c'est en anglais, c'est l'économie. C'est l'économie, c'est le côté qui va. Ou si on prend un enfant qui parle français, je trouve que peut-être celui qui parle français, il est plus sage, il est plus romantique, que celui que l'on. Là, je suis certaine de ça. Qui aime le français, il va trouver ça, et l'autre, elle va trouver ce qui est le système capitalisme, c'est l'argent, c'est le futur. Très bien. Alors maintenant, nous allons aller voir votre atelier. Oui, avec plaisir. Nous allons monter en haut avec votre plaisir. Atelier. Avec plaisir, merci. Alors, nous sommes dans votre atelier maintenant à l'étage. Et donc, vous avez une très très belle pièce d'art, un miroir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son histoire, nous raconter son histoire? Oui, c'est mon atelier de travail, c'est les coulisses, c'est derrière la création que peuvent voir les clients, mais c'est tout un travail, c'est du matériel, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Là, c'est un miroir rond avec 3242 petits morceaux de bois flottés ramassés un par un. Incroyable. Ou c'est du bois que j'ai ramassé de la plage Cabo Negro. Exactement. Ah, donc c'est pas loin. Non, c'est sur Cabo Negro. Ouais. Aussi, vous remarquez, c'est du bois un tout petit peu noir, les petits morceaux. Oui. Je suis certain que c'est du bois qui a été brûlé dans une forêt puis rejeté dans la mer. C'était un travail de puzzle. Où j'ai essayé de les compter parce que c'était un défi. Quand j'ai décidé, alors j'ai dit, il faut compter. Parce que c'est si on remarque qu'il y a vraiment des petits morceaux il y a des détails, que le client peut-être va admirer après, va faire, regardez ce morceau. C'est ça le côté, à chaque fois, il va regarder en 3D des choses. C'est voilà, vrai. Ça c'est. Et parfois, quand on regarde aussi, on voit certaines formes. Ouais, c'est ça ce qui est magique. Ouais, exactement, c'est ça ce qui est magique. Il peut l'avoir de nos côtés. À chaque fois, s'il regarde chaque jour un petit morceau, il va 3442 jours, peut-être, il ne va pas vivre jusqu'à ce qu'il va les compter. Oui. Ouais, c'est pour rigoler un tout petit peu, mais c'est ça ce qui est beau, c'est la quête. Ouais. Là aussi, il y a aussi le verre poli par la mer dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ce qui est magique, regardez-le, touchez-le, vous allez trouver que c'est vraiment, on est avec les couleurs. Au toucher aussi, c'est très agréable. Ça, c'est du verre, c'est du verre poli par la mer, que, comme on a dit, il est poli par la réaction du sel, qui est dans l'eau, le soleil aussi, et le sable. Et il n'est plus du tout tranchant, pas coupant. Du tout, c'est ça ce qui est le temps. Et il prend la forme chacune jusqu'à son arrivée à la plage avec ce qu'il a vécu. Il prend une forme quelque part, ça dépend des tailles, c'est des formes. C'est ça ce qui est un tout petit peu magique dans le. Et les couleurs sont différentes aussi. Oui, chaque couleur est différente. Très, très ça veut dire de la date qu'il a créée jusqu'à y arriver avec les étapes qu'il a vécues. Chaque morceau. Là aussi, j'ai essayé d'utiliser pour la joaillerie. Oui, pour faire des bijoux, comme on dit, des pendentifs. Là, c'est pour faire des pendentifs pour en été ou toute l'année. Ça, c'est très joli. Regardez, les formes, elles sont magnifiques. Joli. Les couleurs, vraiment, elles sont magnifiques. Ou c'est la tendance, c'est porter des choses, sont même très naturelles. Ça, c'est le côté que les gens essayent de faire. Ce qui est en série, ce qui est fabriqué en série, on essaye de l'éviter. Alors là, c'est un tout petit peu. J'ai commencé par des pendentifs, mais après, peut-être, ça demande un tout petit peu du temps pour se concentrer plus sur ce qu'on peut créer avec le bois flotté. Je fais des tableaux aussi. Là aussi, c'est les carreaux de faïence. C'est des carreaux travaillés par l'homme, rejetés à la mer, cassés. Ils ont beaucoup souffert. Ils arrivent sur la plage avec la même chose. Ils sont bien polis des côtés, le même effet que pour
le verre poli par la mer. Oui. Et ils sont aussi très jolis pour asseoir sur des tableaux, faire une mosaïque, ou l'utiliser pour faire des bijoux. Oui, des colliers. Ça aussi, chaque morceau, il a fait un voyage de loin, vraiment, ça c'est le côté, c'est... Et vous avez aussi des jolis coquillages. Oui, les coquillages, ce qui est beau dans les coquillages, c'est les tailles, les formes et les couleurs, et chaque plage est différente des autres. Oui. C'est magique. Oui, c'est vrai que sur certaines plages, il n'y a pas beaucoup de coquillages. On n'en trouve pas parfois. C'est des courants, c'est la géographie de la plage, c'est le système du courant, c'est magique, c'est magnifique. Eux aussi, ils ont subi beaucoup de transformations au cours de leur voyage à la mer. Ils ont vécu, où ils ont été morts à leur milieu naturel, puis rejetés. Ça, c'est le côté. C'est pas l'homme qui les a fait comme ça pour les rendre comme ça, mais ils ont été dans leur milieu par des conditions, on sait pas, peut-être climatiques, peut-être. Oui, ils ont été façonnés par la nature. Façonnés par la nature et rejetés. Pas par l'homme. Ça, c'est très magique. Oh, aussi, je les utilise pour faire des tableaux artistiques parfois et de la joaillerie. Très bien. Alors maintenant, nous allons aller sur votre terrasse pour voir tout le bois flotté que vous avez ramassé, que vous stockez. Oui, on va voir là où je stocke mes collectes, surtout en bois flotté, parce que ça demande un tout petit peu d'espace. Allons-y. Alors, nous sommes sur votre terrasse maintenant, et là, vous avez tout le bois flotté que vous avez ramassé, que vous stockez. C'est impressionnant. Oui, c'est le lieu de stockage de ma collecte de la saison dernière. Cette année, c'est pas encore très généreuse, mais je reste optimiste. Mais là, j'essaie une fois y arriver à l'atelier, et il est rincé à l'eau douce. Ouais. Avec un jet d'eau. Puis, je le fais remonter et je le trie par taille, par forme, comme vous voyez. Où j'ai aussi les grands troncs qui sont à la deuxième terrasse. Sur le toit, des beaux morceaux vraiment un tout petit peu particuliers. Oui, vous avez beaucoup de stock, mais vous m'avez dit que la dernière fois que vous êtes allé ramasser du bois, c'était l'année dernière. Oui, exactement. C'était le 14 avril 2024. Cette année, c'est pas encore ce que je voulais, mais j'espère que dans les prochains jours, la nature sera généreuse avec moi. Parce que vous attendez quel moment pour partir ramasser les choses sur la plage? Le rejet du bois flotté sur les plages n'est pas conditionné ni par les tempêtes, il y a des conditions climatologiques particulières et la géographie de la partie. Ça, c'est très important. Jusqu'à présent, même si on a passé l'hiver et la période dernièrement, c'était la mer très agitée, mais il n'y avait pas du bois flotté. Mais je m'attends à des courants qui viennent du nord de l'Europe, surtout du nord-est. Ici, on l'appelle le norte. Il vient du nord, il est un tout petit peu particulier. Et en même temps, il doit avoir un courant qui vient de l'ouest. D'accord. C'est là où on espère que ces deux conditions se regroupent pour le rejet du bois flotté. Et je reste toujours optimiste, comme j'ai dit. Voilà. Et donc, cet atelier se trouve dans le village artisanal. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce village artisanal et de cet atelier? Oui, c'est un village artisanal qui a été construit il y a 4 ans, inauguré il y a 4 ans exactement. Il y en a 30 locaux. La plupart c'est de la poterie. Il y a ceux qui vendent des vanniers, qui vendent
on a des Oui, produits, des des paniers avec chapeaux. ouais, exactement, avec des matières naturelles. Avec de la paille. Et moi, j'ai eu de la chance d'être convoqué un jour, il y a 1 an et 7 mois, par la province, qui m'a dit, voilà, vous allez choisir un atelier pour travailler, pour améliorer votre parcours. Et j'ai eu de la chance, comme vous voyez, c'est un endroit magnifique pour le travail, surtout mon atelier qui donne sur un côté vraiment naturel où je peux travailler vraiment tranquille. Il est à la proximité de la route nationale qui relie là où j'habite à 5 minutes. Je pense que j'ai toutes les conditions pour le travail, pour créer. Oui, c'est un très bel endroit ici avec c'est vrai que c'est très très beau, très propre, très neuf et c'est subventionné par l'État alors. Oui, c'est subventionné par l'État. On a promouvoir l'artisanat marocain et promouvoir les créateurs, les artisans de la région surtout pour leur donner des lieux, des ateliers pour vendre et pour promouvoir en général l'artisanat marocain. Oui, c'est une très bonne idée, je pense. Oui, c'est un complexe vraiment complet. Il y a un restaurant, un café, il y a un grand showroom qui est pour un marché solidaire pour les coopératives dans les produits de terroir de la région, pour les émanciper, pour les faire valoriser leurs produits. Et nous, les ateliers pour la vente, vraiment, on est dans un site vraiment magnifique et j'ai de la chance. Oui. 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 Très bien, Mohamed. C'était vraiment passionnant comme conversation et je pense que c'était très inspirant aussi. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, j'étais honoré, ravi qu'on a parlé un tout petit peu français parce que il y a longtemps que j'ai pas parlé trop français. Oh, c'était un grand plaisir. Moi aussi, oui, le plaisir partagé et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.